Pierre Billard a choisi pour vous Le diable au coin du feu de Jean Châtenay, avec Michel Bouquet, Pierre Trebout, Guy Pierrot, Bérengère Dautin et Arlette Thomas. Ouais. Non, ça te dérange pas que je finisse la bouteille? Ah, pas du tout, mon vieux Robert. Vas-y, j'aime pas. Merci. Tu as eu l'obligeance de m'accompagner au cinéma et de me ramener chez moi, je te dois bien une bouteille de whisky. Oh, t'es un frère, Alain. Oui, c'est ça, je suis un frère. Ouais. Mais je me demande seulement comment tu vas rentrer à Paris puis Saint-Cloud à 1h du matin avec ça sur la conscience. Oh, là, t'en fais pas pour ma conscience, elle est à toute épreuve. Tu te souviens pas que c'était toujours moi qui gagnais les concours de dégustation quand tu étais gérant du trèfle à 4 feuilles? Et ça fait très longtemps, c'est une époque que j'ai complètement oubliée. Ah, pardon. Pardon, je vois que je fais la gaffe. J'oublie que Monsieur Châtelier est devenu un homme du monde qui habite une villa de 2 étages à Saint-Cloud et qui roule dans une voiture paquebot parce qu'il a eu l'astuce d'épouser une belle héritière. Non, tu tiens à ce que je te casse la bouteille sur le crâne, Robert? Non. Non, ça n'arrangerait rien. Le mal est déjà fait. Et donc, à propos de ta femme, comment va-t-elle? Penses-tu que je t'aurais demandé de m'accompagner au cinéma ce soir si Cécile était en état de sortir avec moi? Oui, bien sûr. Alors? Mon pauvre vieux. Ça doit être une épreuve, hein. Le physique, c'est dur, mais le mental, c'est la fin de tout. Tu as quand même espoir que ça s'arrange? Oui. Depuis 1 mois, j'ai pris quelqu'un pour s'occuper d'elle toute la journée. Une fille très chic qui la soigne d'une façon épatante. Ah bon, tant mieux. C'est quand même terrible, un truc pareil. Hein. Dis donc, c'est la mort de son premier mari qui lui a tapé sur le... Oui, c'est ça. Oui. Bon, non, excuse-moi, je crois voir à ta tête qu'il vaut mieux que je file. Oui, ça vaut mieux, Robert. Alors, quoi que tu dises, j'ai l'impression que tu supportes moins bien le whisky qu'autrefois. Ça c'est possible, alors. Mais c'est l'âge. Oh, me voilà tout morose. Je crois que si je continue, je vais me mettre à pleurer. Oh, excusez-moi, monsieur Châtelier. Je descendais chercher quelque chose pour madame. Je vous en prie, Marina. Je vous présente mon ami Robert Lecoutre, mademoiselle Berthet. Tu sais, Robert, c'est la personne qui s'occupe de Cécile. Ah, mais c'est très bien. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur. Alain vient justement de me faire de vous des compliments. Oui, c'est ça. Bon, cette fois, je te mets dehors. Oui, tu as raison. Allez, bonsoir, mon vieux. Bonsoir. Et meilleure santé chez toi. C'est ça. Bonsoir. Tiens, je te raccompagne. Bonsoir, mademoiselle. Allez. Bonsoir. Ivrogne. Qui est cet imbécile? Un copain. C'est lui qui m'a ramené ce soir. J'ai laissé ma voiture à Paris. On va me changer le pare-choc. Le carrossier me l'a promise pour demain soir 7h. Ça me fera un bon témoin. Faut rien perdre. J'arriverai au garage avec mes valises, je ferai le plein et je préciserai bien que je pars directement pour Francfort. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je suis allé au cinéma avec Robert. Tu es allé au cinéma? Oui. Mais je t'admire. Moi, je t'ai attendu. Mais il faut me comprendre, Marina, j'ai besoin d'un peu de détente. Ce que nous allons faire dans 24 heures va décider de notre existence à toi et à moi. Il faut avoir l'esprit clair, le réflexe rapide, et pour ça, il ne faut pas que l'entreprise devienne une idée fixe. La moindre faute, et nous perdons le paradis pour gagner l'enfer. Mon bel ange. Tu allais voir un film comique, sans doute? Oui, bien sûr, oui, j'ai horreur de la tragédie. Tiens, cet idiot de Robert a oublié sa gabardine. C'est qu'il est fichu de revenir la chercher demain. Enfin, je la déposerai chez lui en allant à Paris. En somme, tu partiras pour Francfort demain soir, frais et dispo, comme ça, sans préoccupation particulière. Mais voilà, qu'est-ce que tu as, Marina? Tu as peur? Moi, j'ai pas pris beaucoup de détente ces jours-ci, Alain. Et j'ai pas ta merveilleuse confiance en l'avenir. Ma chère enfant, si je n'avais pas confiance en l'avenir, je resterais ici à ronronner au coin du feu comme un chat persan en me faisant les griffes sur le velours du canapé, sans plus. Mais je suis un bagarreur, un optimiste incorrigible. C'est pourquoi j'ai décidé de remettre en jeu tout ce que j'ai déjà gagné. Cette fois, je vais faire sauter la banque. L'avenir est à nous, mon ange. À condition que tu y mettes un peu du tien.
Je crois que j'ai mis du mien jusqu'ici, Alain. Mais ce soir... Ce soir, quoi? Ce soir est un soir comme les autres soirs, je pense. Non, Alain. Ce soir, je sais qu'il ne me reste plus que 24 heures devant moi. Avant de faire certains gestes que rien ne pourra effacer. Quand nous en avons parlé pour la première fois, je voyais ça comme une scène que je jouerais un jour sur un théâtre. Comme un rôle où je pourrais briller en faisant bien peur aux spectateurs. Par bonheur, tu n'auras aucun spectateur demain soir, Marina. Tu seras seule. Ça ne sera plus une comédie. Une opération sans douleur, tout simplement. Pour une femme qui a fait quelques études de médecine, il n'y a pas de quoi se frapper, quoi. Tu en as vu d'autres, je suppose. Oh, tu es drôle. Ne te croyais pas tant d'imagination ni tant de scrupules, mon petit. Sinon, je ne t'aurais jamais proposé cette affaire. Alain. Non, mais si tu préfères y renoncer, bien, ma foi, restons-en là. Rien n'est encore fait. Cécile peut très bien guérir, après tout. Et je te le répète, rien ne m'empêche de rester auprès d'elle au coin du feu. Au contraire, c'est son vœu le plus cher. Alors, tu n'as qu'à choisir. Tu sais bien que j'ai choisi depuis longtemps. Je t'adore. Mais comme tu es loin de moi, mon ange, viens donc t'asseoir sur la causeuse. Il y a bien de la place pour nous deux. Chut. Écoute. Quoi? Cécile? Oui, elle sort de sa chambre. Elle descend l'escalier. Comment? Elle n'a pas pris de somnifère ce soir? Non, elle n'a pas voulu. Elle m'a dit qu'elle se sentait très fatiguée et qu'elle dormirait sûrement sans rien prendre. Elle a reçu une lettre ce matin. Une lettre? De qui? Je sais pas. Cécile était ici quand la bonne a apporté le courrier. Elle a pris la lettre avant que je puisse jeter un coup d'œil sur l'enveloppe. Après l'avoir lue, elle l'a mise dans la poche de son peignoir et je suis pas arrivée à la lui prendre depuis ce matin. C'est ennuyeux, ça. Il ne reçoit jamais rien, je voudrais bien. Et quelle impression lui a fait cette lettre? Elle est restée toute rêveuse. Comme si la lettre lui rappelait de vieux souvenirs. Elle va arriver. File à la cuisine chercher n'importe quoi. Il vaut quand même mieux qu'elle ne nous trouve pas ici tous les deux à 1h du matin. Alain. Quoi? Je ferai tout ce que je t'ai promis, Alain. C'est bien, c'est bien. Je tiendrai jusqu'au bout. Oui, oui. Crains rien. Oui, oui, mon ange, allez, sauve-toi. Vite, vite, vite. Va. Cécile! Tu m'as fait peur, mon chéri. Bonsoir, Alain. Bonsoir, mon chéri. Il y a longtemps que tu es rentré? Oh, il y a une demi-heure. Robert m'a raccompagné. Quelle heure est-il? Mais bientôt 1h du matin. Et pourquoi me demandes-tu l'heure? Tu attends quelqu'un? Oh, pardon, vous êtes là, madame. J'étais descendue vous chercher de l'eau minérale, votre bouteille est vide. Mais je vous croyais endormie. Oh, j'ai dormi 1 heure à peine, Marina. Si je veux finir la nuit, il faudra que vous me donniez mon somnifère. Je vais remonter dans un instant. Bien, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marina. Mais tu es bien injuste quand tu prétends que je te laisse seule toute la journée. N'as-tu pas Marina? Oui. Oui, c'est vrai, elle est si bonne. C'est une véritable amie. Je ne sais pas ce que je serais devenue depuis 1 mois si je ne l'avais pas eue pour veiller sur moi. Pour me réconforter, pour m'aider à chasser mes fantômes. Des fantômes? Oh là, allons, mon chéri, allons. Raphaël, il m'a assuré qu'il te trouvait beaucoup mieux depuis quelques jours. Je n'ai jamais pris les psychiatres bien au sérieux. Et je n'aurais jamais imaginé autrefois qu'un psychiatre s'intéresserait un jour à mon cas. Mais le jeu est faussé. Quoi? Même si j'avais confiance en Raphaël, à quoi ça servirait-il? Comment ça? Un médecin ne peut soigner un malade que s'il connaît son mal sans que le malade lui-même lui cache rien. Mais... Tu sais bien qu'il ne m'est pas permis d'avouer à Raphaël pourquoi j'ai perdu le sommeil. Ni ce que je vois de mes cauchemars, dès qu'une des drogues qu'il me prescrit est parvenue à m'endormir. Tu veux parler de la mort d'Henri? De quel autre mal penses-tu que je souffre, Alain? Me conseilles-tu de dire à Raphaël que la seule idée fixe dont je ne puisse me débarrasser, c'est l'idée que mon premier mari est mort à Non, cause... Cécile, ma petite fille. Oh, tu as montré beaucoup de courage depuis 1 an. Il faut continuer. Hein? Une autre année sera vite passée, une autre encore, et nous oublierons tout, Cécile, tout. Il n'y aura plus que nous deux au monde, avec une vie toute neuve devant nous. Comme je voudrais te croire, Alain. Mais je suis certain qu'au fond de toi-même, tu me crois, Cécile, j'en suis persuadé. Henri Michelson a trouvé la mort d'une façon stupide, 1h du matin, sur la route de Bordeaux, il y a 1 an. Bon, quand il est mort, j'étais à Paris, à 300 km du lieu d'accident. Et toi, à Saint-Jean-de-Luz, malade.
Au point que tu lui avais téléphoné de venir au plus vite. Oh non, non, vraiment, Non, Cécile. non, c'est pas vrai, je n'ai rien fait, j'ai rien. Mon Je chéri. ne lui ai jamais demandé de venir, je lui ai pas téléphoné, non, Mais Cécile, non, souviens... Ah non, c'est pas vrai, je n'ai jamais voulu. Jamais. Mais madame... Non, je ne veux pas souffrir, c'est pas vrai, je n'ai rien fait. Marina, donnez-lui vite un calmant, enfin quelque chose. Marina. Mais qu'est-ce qui vous... Ah non, laissez-moi, ne me touchez pas. Non, mon chéri. Calme-toi. Tenez, je vais vous préparer votre sommeil. Ah non, Marina, je n'en veux pas. Voyons, vous savez bien que vous ne dormirez pas si vous refusez de le prendre. Me sois raisonnable, ma petite Cécile. Fais ce que te dit Marina. Non, laissez-moi. Non, mon chéri. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ce crétin de Robert qui vient chercher sa gabardine. Ben, il n'a qu'à entrer, la grille du jardin n'est pas fermée. Alors venez vous coucher, madame. L'ami de monsieur ne va pas vous trouver dans cet état. Non, ce n'est pas l'ami d'Alain. Comment? Ce n'est pas Robert? Et comment le sais-tu? Enfin, Cécile, qu'est-ce que ça signifie? Entrez, Raymond. Entrez donc. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Mademoiselle. Bonsoir, Raymond. Alain, je te présente Raymond Gosselin, qui était le meilleur ami d'Henri. Ah, vraiment? Eh bien, je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur. Quoique ma visite à cette heure soit plutôt incongrue, monsieur Châtelier. Je mentirais en vous disant qu'elle ne me surprend pas, mais je constate que ma femme, elle, vous attendait. Raymond m'annonçait sa visite dans une lettre que j'ai reçue ce matin. Et tu ne m'en as rien dit? C'est regrettable. Tu as oublié? Non. C'est moi qui ai demandé à Cécile de ne pas vous prévenir, monsieur Châtelier. C'est vous qui... Écoutez, je n'aime pas beaucoup les surprises de ce genre, monsieur. Je trouve même ces procédés franchement déplaisants. Vous n'avez plus besoin de moi, madame? Non, Marina. Ne tardez pas trop. Les longues veillées ne sont guère indiquées dans votre état. Oui, c'est vrai, Cécile, tu ferais mieux d'aller te reposer. Mais non, Alain. Raymond nous rend visite, je ne vais pas m'en aller quand il arrive. Bien. Bonsoir, Marina. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marina. C'est la personne qui s'occupe de vous, Cécile? Oui. Vous saviez que j'étais souffrante? Je suis à Paris depuis 3 semaines. J'ai appris bien des choses. Mais excusez-moi, monsieur Châtelier, je vous dois d'abord une explication. Ma foi. Vous êtes très occupé dans la journée, paraît-il. J'ai donc pensé que j'avais de meilleures chances de vous rencontrer ici au milieu de la nuit. Vous allez sans doute me demander pourquoi je ne voulais pas qu'on vous annonce ma visite. Puisque vous semblez décidé à parler d'abondance, je me garderai bien de vous interrompre en vous demandant quoi que ce soit, cher monsieur. J'ai conseillé à Cécile de ne rien vous dire, afin d'être assuré de vous trouver chez vous. Tout simplement. Comment? Je ne vois pas en quoi la confidence de Cécile aurait pu me chasser de chez moi au milieu de la nuit. A priori, je n'avais aucun motif de vous éviter. Notez que ce sera différent désormais. Êtes-vous certain, cependant, que si on vous avait annoncé que le meilleur ami d'Henri Michelson vous rendrait visite cette nuit, vous n'auriez pas fermé la grille de votre jardin et coupé le fil de la sonnette? Moi? Pourquoi, diable? Vous ne me connaissez pas, monsieur Châtelier. La seule fois où nous aurions pu nous rencontrer, c'était à l'enterrement du docteur Michelson. Mais vous n'y assistiez pas. Enfin, autant que je me souvienne. Monsieur, si c'est une plaisanterie, elle est détestable. Vous semblez bien informé. Vous n'ignorez donc pas que l'état de santé de ma femme est précaire. Lui rappeler la mort de son premier mari est un moyen sûr de provoquer chez elle une de ces crises qui mettent chaque fois sa vie en danger. Un moyen sûr. Vraiment, Cécile. Raymond, je ne comprends pas. J'étais heureuse de vous revoir et vous arrivez ici comme si vous vouliez vous venger de quelqu'un. Cécile, je vous jure que je ne veux pas vous faire de mal. Au contraire. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est votre bonheur et j'accepterai n'importe quoi pour que vous le retrouviez. Mais Raymond, je suis heureuse. Non, excusez-moi, je vais vous laisser à vos épanchements. Oh, vous n'allez pas partir, j'espère. Ah non, ne craignez rien, je vais seulement descendre chercher une autre bouteille de whisky à la cave. Si vous parlez beaucoup comme je le prévois, vous aurez sûrement soif sous peu. Ce n'est pas impossible. Je reviens dans un instant, ne dites pas de mal de moi, mon oreille bourdonne à la moindre méchanceté. Alors vous êtes heureuse, Cécile. Mais oui. Et votre maladie? Et je vais guérir. Et dès que je serai guérie, nous partons en voyage, Alain et moi. Nous irons peut-être en Amérique. Venez donc me voir au Canada. Comment est-ce? Ah, il y a de belles forêts. Je suis sûr que vous aimeriez.
Pourquoi êtes-vous parti il y a 5 ans, Raymond? Cécile, je me suis promis de tout vous dire cette nuit, une fois pour toutes. Voulez-vous entendre la vérité? Mais bien sûr. Même si c'est une vérité sans charme, sans douceur, plutôt laide et mauvaise. Vous m'effrayez. Voilà bien la première fois que j'entends parler d'une mauvaise vérité. Et qui concerne-t-elle? Vous, Cécile. Et votre mari. Et moi. Et Henri. Surtout. Henri? Docteur Michelson, mon ami d'autrefois, qui vous a épousé il y a 5 ans et qui est mort l'été dernier. Êtes-vous capable d'entendre parler de lui à présent? De lui et de sa mort? Oui. Cécile. Alors dites, racontez, je vous en supplie. Parlez. Délivrez-moi pour l'amour du ciel. La pauvre Cécile. Voilà. Vous étiez en train de vous impatienter, Harry. Mais rassurez-vous, j'apporte tout ce qu'il faut. Voulez-vous me faire un peu de place sur les guéridons, monsieur Gosselin? Et bien entendu. Merci. Là. Je vous sers? Je vous en prie. Vous m'arrêtez, n'est-ce pas? Merci. Eh bien, ça ne va pas, Cécile? Tu as les yeux brillants comme si tu avais de la fièvre. Mais non. Pas plus de whisky, Non. s'il vous plaît. Bien, je suppose que vous avez une histoire à nous raconter, n'est-ce pas? Eh bien, commencez donc, je vous écoute avec toute l'attention dont je suis capable. La seule chose que je crains, c'est que Cécile ne se fatigue. Non, je me sens tout à fait bien, je t'assure. Parfait. Eh bien, allez-y donc, cher ami, nous vous écoutons. Si vous le permettez, je vais d'abord répondre à une question que votre femme a posée en votre absence, monsieur Châtelier. Que vous demandait-elle? Et pourquoi j'étais parti au Canada il y a 5 ans. Il vous intéressera sans doute de savoir que j'aimais Cécile quand je suis parti et que je l'aime encore. Vraiment. Par exemple, c'est un bon début, dites-donc. C'est une histoire d'une banalité déconcertante. Henri Michelson et moi étions des amis inséparables. Nous aimions tous deux Cécile. Et c'est Henri que Cécile a choisi. Elle a épousé Michelson et vous, pour ne pas assister au spectacle déchirant de leur bonheur, vous êtes allé abattre des érables au Canada, c'est ça? À ceci près que je ne me contente pas d'abattre des arbres au Canada. J'en plante également, oui, je pense à l'avenir. Je possède aujourd'hui une fortune confortable qui me permet de revenir passer quelques semaines chaque année sur le vieux continent. Je suis revenu pour la première fois il y a tout juste 1 an. Henri était déjà mort? Cécile. Henri était mort depuis 3 jours. Je suis arrivé à Paris pour assister à son enterrement. Oui, vous dire que j'avais un pressentiment quand j'ai pris l'avion à Montréal serait exagéré. Cependant, j'éprouvais une certaine inquiétude. Depuis mon installation au Canada, j'échangeais de temps à autre une carte avec Henri. À Noël, enfin, pour le jour de l'an, ou au cours d'un voyage. Ce n'était pas une correspondance à proprement parler, mais je lui écrivais 3 mots au dos d'une photo des chutes du Niagara, et lui m'écrivait les mêmes au dos de la tour de Pise ou du Parthénon. Et voilà que 3 semaines environ avant mon premier voyage à Paris l'an dernier, je reçois une lettre d'Henri Michelson. Celle-ci. Vous êtes fou, Gosselin. Pensez à ce que ça représente pour ma femme. Je t'en prie, Alain. Voulez-vous la lire? Donnez-la moi. Alain. Lisez-nous la lettre, Raymond. Je peux très bien vous écouter. Voici. Mon vieux camarade, nous avons commis, toi et moi, au moins une sottise irréparable dans notre existence. Moi en épousant Cécile et toi en te retirant à l'autre bout du monde comme un héros romantique. Je suis à peu près certain aujourd'hui que Cécile ne m'aime plus. J'en suis à me demander si elle m'a jamais aimé. Si tu étais encore auprès de nous, peut-être apercevrais-je une issue de secours. Mais tu es bien loin, Raymond. Sans doute as-tu déjà trouvé d'autres attaches. Je suis réduit à mes seules ressources. Je tiens trop à Cécile et je sais qu'elle a trop besoin de moi pour envisager un seul instant de me séparer d'elle, de mon propre chef. Je crois même que si c'était elle qui me le demandait, je refuserais. Essaie d'y comprendre quelque chose, pour moi j'y renonce. J'avais seulement besoin de confier cette affaire à quelqu'un, et tu es la seule personne au monde pour qui elle peut signifier quelque chose. La lettre est datée du 3 juin de l'an dernier. Il avait donc deviné. Vous aviez donc tenté de lui cacher la vérité. La vérité? Quelle vérité? Que Cécile était tombée amoureuse d'un autre homme. De vous. De moi? Vous n'y êtes pas du tout, mon pauvre vieux. J'ai fait la connaissance de Cécile au sport d'hiver à Noël dernier, c'est-à-dire 6 mois après la mort de Michelson. Tiens. Vous êtes prête à le confirmer, Cécile? Ma parole ne vous suffit pas?
Et vous savez que je pourrais bien finir par vous casser la figure. Alors... Je ne vous le conseille pas. Comme vous l'avez deviné tout à l'heure, je fais un peu le bûcheron au Canada. C'est la lettre d'Henri qui vous a décidé à revenir en France, Raymond? Non. Mon projet était déjà bien arrêté. J'avais le mal du pays depuis quelque temps. La lettre d'Henri m'a mis en colère, c'est tout. Je me disais qu'au fond, ce qui lui arrivait était sûrement de sa faute à lui et non de la vôtre. Oh, mais vous êtes mieux qu'un héros romantique, Gosselin. Vous êtes un vrai chevalier de la table ronde. Pourtant, la lettre d'Henri me laissait mal à l'aise. Je n'avais aucun désir d'intervenir dans ce drame conjugal. Mais en débarquant à Paris, j'apprends que le drame venait de se dénouer par la mort du docteur Michelson. Dénouement un peu rapide. Pour la police, la mort d'Henri ne posait aucun problème particulier. Il roulait à une vitesse excessive à 1h du matin, pressé d'aller rejoindre sa femme souffrante à Saint-Jean-de-Luz. Il s'est trouvé déporté complètement sur sa gauche dans un virage sans visibilité et s'est écrasé contre un camion qui montait vers Paris. Cécile a entendu comme moi cette horrible histoire au moins 100 fois. Je ne vois pas qu'il soit utile et particulièrement agréable de l'entendre une fois de plus. Je ne crois pas que vous ayez entendu ce que je vais vous raconter à présent, Châtelier. Quoi qu'il en soit, je vous... Allons. Au début de cet entretien, vous avez promis de ne pas m'interrompre. 15 jours durant, après mon arrivée à Paris, chaque mot de la lettre d'Henri m'est revenu à l'esprit. J'aimais Cécile. Quand je l'ai revue à l'enterrement de son mari, j'ai compris que mon amour pour elle demeurait intact. Or, si Henri avait deviné juste, Cécile devait être amoureuse de quelqu'un. Je suis devenu jaloux, d'une jalousie forcenée. J'ai voulu découvrir l'homme qui avait berné Henri et qui me bernait, moi, à présent. 15 jours plus tard, je savais que Cécile avait un amant qui se nommait Alain Châtelier. Ah, prodigieux. Vous devriez écrire des romans, Gosselin. Laisse-le parler, Alain. Et que j'ai découvert un secret que vous dissimuliez tous deux avec tant de soin, cela ne doit pas vous surprendre. La passion qui anime un policier lancé sur une piste n'a rien de commun avec celle qui m'animait, moi, quand je me suis mis en chasse après vous, Châtelier. Je vous épargnerai la liste des procédés que j'ai employés sans vergogne pour arriver à mes fins. Sachez seulement que je vous connais aujourd'hui mieux que si je vous avais vu naître. Je sais qu'Alain Châtelier a été successivement élève intermittent de 4 lycées parisiens, étudiant en droit, en langues orientales et en pharmacie, avant de devenir garçon de restaurant, puis vendeur de voitures d'occasion, puis journaliste parlementaire, puis agent immobilier, puis gérant d'un bar de la rue de Ponthieu. Rue de Ponthieu, oui, non mais arrêtez l'avalanche, ça vous suffit. Oui. Ce que je sais surtout, c'est que vous êtes devenu l'amant de Cécile pendant un voyage d'Henri Michelson à Genève 3 mois avant sa mort. Je peux même vous indiquer l'hôtel de la région de Fontainebleau, où vous vous rencontriez par la suite et... Oh, Raymond. Non, allons, avouez tout, Gosselin. Vous êtes flic, pas vrai? Ou alors, vous êtes vraiment trompé de carrière. Ce que j'ai appris concernant votre plaisante personnalité a fait naître en moi de curieux soupçons, Châtelier. J'ai entrepris de nouvelles recherches, mais cette fois dans un but précis. J'ai voulu connaître toutes les circonstances de la mort d'Henri Michelson. Vous êtes flic? Aucun doute à mes yeux. J'ai relu attentivement le récit de l'accident, tel que les journaux l'ont rapporté. Le chauffeur du camion contre lequel s'est écrasée la voiture d'Henri est sorti indemne de la collision, dont il est l'unique témoin. Et ce témoin croit avoir aperçu une autre voiture sur la route quand le choc s'est produit. Une voiture que Michelson était en train de doubler au beau milieu du virage, et dont le camionneur a même cru reconnaître la marque. Oui, le chauffeur du camion a cru voir une voiture dont il a cru reconnaître la marque. Mais l'enquête a établi que Michelson roulait en plein phare. Étant donné la configuration des lieux, il y a donc 99 chances sur 100 pour que le camionneur n'ait rien vu du tout. Au reste, l'accident s'est produit à une vingtaine de kilomètres de Châtellerault. Et la police n'a trouvé personne dans cette ville qui ait aperçu cette voiture problématique à l'heure où elle aurait dû logiquement traverser la ville si elle roulait elle aussi vers Bordeaux. Je vois que vous vous êtes penché sur la question, vous aussi, Châtelier. De toute façon, si vous trouvez quelqu'un qui ait jamais vu quoi que ce soit dans les rues de Châtellerault après 1h du matin, engagez-le à faire une communication à l'Académie des sciences. Ça en vaudrait la peine. Vous avez changé de voiture quelques jours après l'accident de Michelson. Celle que vous possédiez auparavant était de la marque indiquée par le camionneur. De plus en plus étonnant, nous devons être quelques milliers d'automobilistes dans le même cas. Un instant. Je sais qu'on vous a vu à Paris ce jour-là. Oui, vous avez quitté vers 9h le restaurant où vous dîniez habituellement à cette époque. Le lendemain, à 7h30, vous preniez ponctuellement votre café auprès de chez vous, rue Saint-Antoine. Donc, vous n'avez pas d'alibi à proprement parler. Mais vous vous demandez un peu qui irait vérifier si vous avez passé cette nuit-là chez vous ou ailleurs. Il faudrait quelqu'un qui vous soupçonne d'avoir une part quelconque dans un accident survenu à 300 km de Paris dont la victime vous est au reste inconnue officiellement.
Pour nourrir de tels soupçons, je ne vois qu'un homme qui ait de la passion pour Cécile et qui vous haïsse avant même de vous avoir vu au grand jour. Vous savez que le portrait que vous nous offrez de vous, cher ami, depuis le début de cette mascarade, n'est pas précisément appétissant. Je sais que vous avez bon estomac. Vous n'avez pas besoin d'appétit pour avaler ce que je vous sers. Oh là, vous vous flattez, là. Alors, vous ne vous voyez pas. Vous êtes un peu pâle, mon jeune ami. Whisky? Volontiers, oui. Qu'arrivera-t-il quand nous aurons vu le contenu de cette bouteille, à votre avis? Elle sera vide? C'est exactement la réponse que j'attendais de vous. La voiture dont nous parlons... Encore, mais nous n'en sortons pas? Non, rassurez-vous, nous allons en sortir dans un instant. Oui, comme cette bouteille le sera bientôt, notre réservoir est vide et nous allons nous arrêter pour prendre de l'essence. De l'essence? Cette fois, je crois deviner que ça vous rappelle quelque chose. Moi, absolument rien. Mais si. Je vais vous donner des précisions. Le réservoir de la voiture en question lui permet de parcourir environ 400 km à grande vitesse avant de ravitailler. En supposant que vous ayez fait le plein avant de quitter Paris, ce qui allait de soi, il n'était pas impossible de retrouver la pompe où vous vous étiez arrêté sur le chemin du retour. Par bonheur, le nombre des stations ouvertes à 2 heures du matin est assez réduit. En refaisant moi-même le parcours à la même heure, le même jour de la semaine, et avec une voiture du même type, j'ai enfin découvert votre unique témoin à charge. Le pompiste qui vous a vu arriver à pied cette nuit-là, et auquel vous avez demandé du secours. Distraction ou nervosité, vous aviez eu la maladresse de tomber en panne sèche à quelques centaines de mètres de chez lui. Franchement, je ne vous en demandais pas tant. Je suis passé 3 semaines après l'accident. Le pompiste a fort bien reconnu la photo de vous que je lui ai montrée. Il m'a même confié qu'au premier abord, il vous prenait pour un gangster et que son chien a failli vous dévorer. C'est vrai? Cela, je crois cette fois qu'il est temps que nous en finissions, non? Donc, le soir en question, Henri Mickelson quitte son domicile de l'avenue Mozart en voiture à 10 heures pour rejoindre sa femme à Saint-Jean-de-Luz. Vous guettez son départ depuis un bon moment et vous le prenez aussitôt en chasse. Vous voilà bientôt sur la route de Bordeaux, qui est de moins en moins fréquentée à mesure que la nuit s'avance. Mickelson roule vite, comme à son habitude, mais votre voiture est aussi rapide que la sienne. Vous savez que cet homme de science, ordinairement intelligent et pondéré, est un conducteur hargneux et vindicatif qui supporte très mal de se laisser doubler sur la route par une voiture de même puissance que la sienne. En prenant tous les risques, vous le doublez. C'est la bataille déclarée. Derrière vous, vous sentez qu'il s'excite comme un forcené. Il ne vous reste plus qu'à guetter l'instant propice. Peu après Port-de-Pile, avant Châtellerault, il y a un virage difficile que vous devez connaître parfaitement. Oui, je connais. 200 mètres avant le virage, vous distinguez le halo des phares d'un camion qui aborde l'autre extrémité de la courbe et vient à votre rencontre. Vous ralentissez. Mickelson, qui n'a pas aperçu la lueur, pense que vous abandonnez la lutte. Triomphant, il déboîte et se porte aussitôt à votre hauteur. Il voit alors le danger. Il a juste la place de se rabattre avant le virage. S'il veut éviter le camion, il passerait sans doute si à cet instant, vous ne décidiez d'accélérer à fond. Et malgré les efforts désespérés de Mickelson, les 2 voitures demeurent côte à côte, juste au moment où les phares du camion surgissent à quelques mètres de Mickelson et viennent frapper en plein le visage effaré d'un homme qui ne comprend rien, ou qui comprend trop tard. Pourquoi me regardes-tu d'un œil si inquiet, Alain? Ne crains rien pour moi. Ensuite, Raymond? Ensuite, Cécile, je suppose que l'assassin d'Henri n'a éprouvé aucune envie de revenir sur ses pas. Je suppose qu'il a fait demi-tour en empruntant des routes secondaires et qu'il n'a rejoint la nationale qu'à bonne distance de l'accident, peu avant Tours, sans doute. La station où il s'est arrêté se trouve entre Tours et Vendôme. Vers 4 heures du matin, il était de retour à Paris. Est-ce vrai, Châtelier, ou faux? Vous oubliez que je ne suis pas seul dans cette affaire, Gosselin. Puisque vous prétendez tout savoir, vous n'ignorez sûrement pas que Mickelson avait horreur de voyager la nuit. Pourquoi a-t-il pris la route à 10 heures du soir et non le lendemain matin comme il l'avait laissé entendre au personnel de sa clinique et à sa femme, bien sûr? Châtelier, le jour où l'on choisira votre châtiment, j'aimerais bien donner mon avis. Vous devenez féroce, mon vieux. Vous me faites peur. Mais nous sommes 2, je vous le répète. Je ne vois aucune raison pour subir vos foudres tout seul. À moins que ça ne vous contrarie vraiment de les diriger sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai téléphoné à Henri ce soir-là à 9h30. Je lui ai dit que j'étais malade, que j'avais besoin de lui tout de suite. Et c'était vrai, Gosselin.
Cécile avait attrapé une insolation en restant trop longtemps sur la plage. Je lui avais dit, ne reste pas sur la plage, enfin. 50 témoins peuvent jurer que ce n'était pas du chiquet, dont un médecin du pays qui a délivré une ordonnance en règle. Par conséquent, vous ne ferez jamais avaler à personne que moi, pendant ce temps-là. C'est volontairement que je suis restée trop longtemps au soleil ce jour-là, Raymond. Cécile. D'accord avec Alain. Mais Cécile, mais tu es Mais folle. tout est vrai, Raymond. Mais c'est insensé. Mais à quoi bon, Alain? Tout est vrai. Et quand vous avez su la vérité, Raymond, qu'avez-vous décidé? Rien. Je vous plaignais beaucoup, Cécile. Je suis rentré à Montréal. Non. Pourquoi diable n'y êtes-vous pas resté? Je suis revenu passer mes vacances en France cette année comme l'an passé. Oh, j'étais bien décidé à ne plus entendre parler de vous, Châtelier. Ni même de vous, Cécile. Et puis, je suis arrivé à Paris voici 3 semaines. Je me suis promené dans des rues où nous avions flâné ensemble autrefois, Henri, vous et moi. Je me suis installé à la terrasse du café où nous nous retrouvions presque tous les soirs sur le boulevard Saint-Germain. J'ai rencontré quelques-uns de nos anciens camarades, nous avons parlé de vous. Aucun d'entre eux ne savait ce que vous étiez devenu depuis la mort d'Henri. Alors, malgré toutes mes bonnes résolutions, j'ai voulu savoir, moi, ce que vous étiez devenu. Bien, Raymond, ce que je suis devenue après la mort d'Henri, vous le voyez. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais heureuse. Et vous devez me croire. Si mon bonheur est la seule chose qui compte à vos yeux, pensez-vous qu'il soit utile d'ajouter quelque chose à votre récit? Oui, Cécile. Oh, ça devient vraiment épouvantable. Je travaille ce matin de bonne heure, figurez-vous. Et vous partez pour Francfort à la fin de l'après-midi. Mais ma parole, vous vous êtes remis à jouer aux flics? Sans plaisir, croyez-le bien. Mais encore avec passion. Si je n'avais rien d'autre à vous dire que ce que je vous ai raconté, pensez-vous que je me serais dérangé jusqu'à Saint-Cloud? Et pourquoi cette année, puisque je n'ai pas bougé l'an passé? Ayez donc l'obligeance de monter chercher la personne qui était ici tout à l'heure. Marina? Mais pour quelle raison? Vous n'êtes plus assez de vous deux pour entendre ce qui me reste à dire. Allez donc chercher Marina, Châtelier. Vous plaisantez, je suppose. Quoi? Vous n'avez qu'un étage à monter. Ah, pardon. Marina loge au 2e. Elle couche dans la chambre de Cécile, figurez-vous. Au 2e étage. L'air y est plus sain qu'au premier. Gosselin, je vous préviens que ça va mal finir. C'est vrai, vous avez un pressentiment. Allons, montez donc chercher Marina, mon vieux. Mais fais ce qu'il te dit, Alain. Non, ça, c'est un monde, alors. Enfin, au point où nous en sommes. Gosselin, si jamais... Bon. Non, je redescends tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire, Raymond? Voulez-vous partir avec moi pour l'Amérique, Cécile? Comment? Non, ce n'est ni une folie, ni une question en l'air. Oui, votre bonheur, je vous le répète, est la seule chose qui compte à mes yeux. Voilà pourquoi je suis ici ce soir et pourquoi je vous demande de partir avec moi. Si vous m'aimez, si peu que ce soit, je vous supplie d'accepter, Cécile. Mais Raymond, il y a une chose que vous ne semblez pas comprendre. C'est Alain que j'aime. Mais savez-vous seulement... Mais que voulez-vous que je sache d'autre? Je l'aime, Raymond. Je n'aime que lui au monde. Vous me connaissez depuis assez longtemps, vous devriez bien penser que la jeune fille rangée d'autrefois ne s'est pas faite sans raison la complice d'Alain dans le crime abominable que vous venez d'évoquer. La raison, la seule, c'est que j'aime Alain. Et que pour le garder... Pour le garder, il fallait que vous lui apportiez autre chose que l'affection d'une jeune fille rangée. Il lui fallait surtout la fortune d'Henri Michelson. Raymond, je sens que je vais vous détester. Je sais combien vous devez haïr mon mari et je serais malvenue de vous le reprocher. Cependant, prenez garde. Si vous tentez quoi que ce soit contre lui, vous me trouverez toujours de son côté. C'est à moi que vous porterez le premier coup. Je suis heureuse que vous ayez découvert notre misérable secret. Si j'avais dû le garder pour moi toute seule, je crois bien que j'en serais morte. Pour vous seule? Et lui? N'est-il pas avec vous pour le partager à chaque instant, ou bien... Laissez-moi, Raymond. Allez, laissez-nous. Partez. Retournez dans vos forêts d'Amérique et oubliez-nous. Ah, voici votre mari. Et votre infirmière, Cécile. Si après ce que je vais leur dire, vous persistez dans vos sentiments, alors je partirai et je finirai sans doute par vous oublier. Vous voulez vraiment leur parler? C'est la dernière faveur que je vous supplie de m'accorder, Cécile. Voilà. Le grand inquisiteur veut vous confesser, seulement méfiez-vous.
S'il n'est pas satisfait de vos réponses, attention. C'est un homme qui vous jette au feu comme un rien. Ah non, vous me peignez plus noir que je ne suis, Châtelier. Je ne menace personne. Et je n'ai préparé aucun bûcher pour aucun d'entre vous. Ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, d'ailleurs. Mais enfin, je me contrôle. Que désirez-vous savoir de moi, monsieur? Depuis combien de temps connaissez-vous Alain Châtelier, mademoiselle? Depuis un mois. Le docteur Raffaelli lui a conseillé de prendre une infirmière pour veiller sur madame Châtelier. Et il m'a engagé. Sans vous connaître? En temps ordinaire, je travaille dans la clinique du docteur Raffaelli. C'est le docteur lui-même qui m'a recommandé à monsieur Châtelier, bien entendu. Oh, c'est ce qu'on appelle un circuit fermé, en somme. Qu'est-ce que vous insinuez, Gosselin? Voilà longtemps que vous accompagnez votre femme à la consultation du docteur Raffaelli Châtelier. Il vous est arrivé aussi de vous rendre seul à sa clinique bien avant l'engagement de Marina. Hein? Pour faire votre choix, sans doute. Gosselin, vous exagérez. Ce qui n'empêche pas que Marina soit devenue votre maîtresse. Il y a au moins 2 mois, dans des conditions que je ne saurais préciser. Quoi? Alain! Non, ma chérie, ce type est complètement fou. D'ailleurs, je vais le mettre dehors. La comédie a trop duré. Un maintenant. instant, Châtelier. Laissez-moi d'abord terminer. Le processus est exactement le même que lorsque vous avez fait la conquête de Cécile. À ceci près que c'est vous, maintenant, qui partez en voyage, et non plus Michelson. Comme vos départs coïncident souvent avec les jours de repos de Marina, il est évident qu'elle a certaines facilités pour vous accompagner. Mais je me demande par quelle inspiration malsaine vous avez tenu à l'emmener dans le même hôtel qui vous abritait l'an dernier, Cécile et vous, près de Fontainebleau. Oh, Alain! Non, tais-toi, mon chéri, laisse-le parler. La suite, Gosselin, la suite. Quand serez-vous de repos, mademoiselle? Vous le savez sûrement. Mon jour de repos est le jeudi. Une de mes amies vient me remplacer. Or, monsieur Châtelier part en voyage demain soir. On me l'a confirmé à son agence où je téléphone assez souvent pour avoir de ses nouvelles, en me faisant passer pour un client américain éventuel. Ah, ouais, c'est vous. Oui. Oui, mon accent plaît sûrement à votre secrétaire, qui est fort aimable avec moi. Je serais curieux de voir si elle est aussi jolie que sa voix le laisse entendre. Je vous en prie, Gosselin, nous n'avons plus le temps de nous amuser. C'est juste. Donc, vous partez demain soir pour 48 heures. Vous allez à Francfort. Et pour une fois, votre départ ne coïncide pas avec le jour de repos de Marina. À votre avis, qu'est-ce que ça peut signifier, mademoiselle? Je serais curieuse d'entendre vos explications à vous. Vous aussi, Châtelier? Ça va de soi, hein. Bon, je m'excuse de remonter un peu en arrière, mais c'est indispensable si vous voulez comprendre la situation présente. D'après les témoignages que j'ai recueillis patiemment et parfois coûteusement, je dois le dire, la conduite de Cécile n'a rien présenté d'extraordinaire au cours des 6 mois qui ont suivi la mort de son mari. À Noël, cependant, elle rencontre Alain Châtelier au sport d'hiver. Vous noterez que je m'en tiens à la version officielle, n'est-ce pas? 2 mois après le début de cette idylle, c'est le mariage, qui se déroule dans la plus stricte intimité, cela va sans dire. Or, à peine mariée, Cécile commence à montrer les symptômes d'un mal étrange. Elle est victime d'obsession, d'insomnie, de dépression. Il semble que le souvenir de son premier mari et de sa mort tragique ne la quitte plus. Comme les choses vont en empirant, monsieur Châtelier fait appel à un curieux personnage qui se prétend psychiatre, un nommé Raffaelli. Au fait, Châtelier, dans le bar que vous teniez autrefois rue de Pontieux, ça s'appelait le Trèfle à 4 feuilles, je crois. C'est ça. Il y avait bien une salle de jeu, n'est-ce pas? C'est possible. Oui, d'anciens habitués m'ont raconté qu'on y voyait assez souvent ce Raffaelli. Je ne vois pas du tout. Vous affirmez qu'il n'a jamais obtenu le moindre diplôme. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Là, vraiment, vous faiblissez, mon vieux. J'abrège. Votre Raffaelli soigne Cécile. Mais la maladie, loin de s'arranger, s'aggrave rapidement. Tout l'arsenal des névroses et des psychoses est invoqué pour définir le mal sans y remédier. Enfin, voici 4 semaines, Raffaelli vous conseille de placer une infirmière en permanence auprès de votre femme. Et vous découvrez alors cette perle, Marina. À présent, laissons le passé. Laissons de côté ce qui est arrivé déjà pour imaginer ce qui pourrait arriver maintenant. Imaginons ce que l'avenir peut réserver à Cécile. Demain soir, Châtelier, vous partez en voyage. Votre femme reste seule avec Marina. La chambre de Cécile, qui était autrefois au premier étage de la villa et donnait sur le jardin, est à présent au second, donne sur le macadam de l'allée qui conduit au garage. Imaginons que Cécile, dans une de ces crises aiguës qu'elle traverse parfois, décide de mettre fin à ses jours. Elle n'a qu'à se lever sans bruit pour ne pas éveiller Marina, ouvrir la fenêtre. Oh, vraiment, c'est absurde. Demandez leur avis à Marina et à votre mari, Cécile. Votre suicide les affligerait sûrement, elle et lui. Mais les étonnerait-il?
Et pensez-vous que Raffaelli s'en étonnerait lui aussi? Ne serait-il pas tout disposé au contraire à proclamer que la chose était à prévoir et que, malheureusement, il n'était guère possible de l'empêcher, à moins de vous enfermer dans un établissement spécialisé, ce à quoi votre mari s'est toujours refusé. Et je le comprends. Voici maintenant ce dont je suis persuadé, Cécile. C'est Châtelier qui vous a mise dans l'état où vous êtes, par la torture mentale d'abord. Avoir fait de vous sa complice dans l'assassinat de Michelson et vous rendre à demi folle en ravivant sans cesse le souvenir de ce crime, voilà, n'est-ce pas, un véritable trait de génie. Je suis également persuadé que les différentes potions que vous administre Marina ne sont pas toujours des calmants. Vous voulez sans doute me faire passer pour la Brinvilliers, monsieur Gosselin. Non, Marina, ni vous ni Châtelier n'êtes des imbéciles, diable non. Il ne s'agit pas de poison. Il s'agit de mettre les nerfs de Cécile hors d'usage. Et bien des drogues qui ne laissent aucune trace sont à votre disposition pour y parvenir. Raffaelli s'étonne sans doute du peu d'efficacité de ces remèdes, mais quoi? Ce n'est pas le premier charlatan à éprouver ce genre de déconvenu. Au reste, s'il y a, comme je le crois, dans le passé de Raffaelli, un détail sur lequel il souhaite que vous gardiez le silence, Châtelier, il y a eu quelques histoires assez louches autour du tapis vert de la rue de Pontieux, si vous vous souvenez. Bref, je pense que le dévouement de Raffaelli vous est entièrement acquis. Ce n'est sûrement pas lui qui risque de vous causer la moindre contrariété. Je suis même sûr qu'il a approuvé la décision de Cécile quand elle a quitté sa chambre du premier étage pour aller loger au second sur vos conseils, probablement. Il est vrai que Cécile est beaucoup plus tranquille là-haut. Vos allées et venues et celles des domestiques la dérangent beaucoup moins. L'étage entier est à sa disposition, etc., etc. Non? Non? Continuez, Raymond, mais finissez vite. Cécile, je redoute qu'il ne se passe demain soir quelque chose d'affreux. Votre mari sera sur la route de Francfort à l'abri de tout soupçon, comme d'habitude. Vous serez dans votre chambre, au milieu de la nuit. C'est peut-être vous-même qui irez vous mettre à la fenêtre avant de prendre votre somnifère. C'est peut-être vous qui direz à Marina qu'il fait bon, que la nuit est magnifique, et que toutes les étoiles sont sorties. Alors, Marina s'avancera derrière vous. Marina est pour vous aujourd'hui comme une amie, comme une sœur aînée, bonne, douce, et si dévouée. Aussi, votre surprise sera si grande qu'il n'est pas certain que vous poussiez un cri au moment où vous tomberez dans le vide. J'ai terminé. Mon histoire vous a plu, Marina? Beaucoup. Et elle vous a satisfait, Châtelier? Dites-moi, Gosselin, avez-vous des preuves? Voilà exactement ce que j'attendais de vous. J'ai les preuves de votre culpabilité au sujet de la mort de Michelson. Pour le reste, je peux prouver votre liaison avec Marina et vos rapports passés avec Raffaelli. Quant à l'histoire de la mort de Cécile, elle est le fruit de mes déductions personnelles appuyées sur certains indices. C'est une supposition, si vous voulez. Oui. Mais je tenais à vous en faire part, afin qu'elle ait le moins de chances possible de se vérifier. Vous saisissez? Très bien. Je vous connais si bien que je peux pratiquement me mettre à votre place, comprenez-vous, Châtelier? Je sais que vous avez deux idées fixes. Vous mettre définitivement à l'abri du besoin en recueillant l'héritage de Cécile et changer de femme le plus souvent possible. Car vous aimez bien la variété en cette matière. Et c'est au point que j'éprouve déjà des inquiétudes sur le sort futur de votre nouvelle complice. Sans vous offenser, Marina, je crains que vous ne soyez beaucoup moins bien que la secrétaire qui m'a répondu au téléphone. Ce n'est qu'une présomption, notez bien, mais enfin... Affichez-nous la paix avec cette histoire, Gosselin. Donc, admettons que vous puissiez m'envoyer aux assises pour la mort de Michelson. Cécile y viendra avec moi, c'est évident. Oui, si vous faites état de sa complicité. Y êtes-vous décidé? Oh, moi je ne décide rien, mon vieux, c'est vous seul qui décidez. Et justement, je voudrais bien savoir quel parti vous allez prendre. Que pouvez-vous faire d'autre que de nous envoyer tous les deux aux assises? Avant de vous répondre, permettez-moi d'interroger Cécile une dernière fois, Châtelier. Cécile, à présent que vous savez toute la vérité, vous savez que je suis venu cette nuit pour sauvegarder mieux que votre bonheur, votre vie même. Accepterez-vous enfin de partir avec moi? Nous y voilà. Nous y voilà. En somme, vous m'offrez un marché pur et simple. Cécile? J'ai demandé quelque chose à votre femme, Châtelier.
Cécile, votre réponse. Non, Raymond. Non? Non. Je ne partirai pas avec vous. Mais vos yeux sont ouverts, Cécile. Vous savez à présent ce qui se trame contre vous, quel danger vous courez. Je ne vous crois pas. Quoi? Mais je peux vous apporter des précisions, je peux vous donner des preuves. Je ne veux pas de vos preuves. Je ne vous demande rien. Partez, Raymond. Moi, je reste. Cécile, tu sais qu'il a le moyen... Ah non, 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 Alain, pas toi. Pour l'amour du ciel, ne dis rien. Je reste ici. Je reste avec toi. Dans ces conditions, je n'ai qu'à m'incliner. C'est plus que je ne pouvais imaginer. Mais avant de partir, je vais vous donner mes ordres, Châtelier. Qu'il ne soit plus question de Raffaelli pour soigner Cécile. Dès ce matin, à 10h, elle recevra ici la visite d'un médecin de mes amis qui s'occupera d'elle désormais et qui la guérira. J'en suis sûr. Si vous refusez, si j'apprends qu'il n'y a aucune amélioration dans son état ou s'il lui arrive malheur, la justice sera informée de la vérité sans retard. Elle doit guérir, vous m'entendez? Puisqu'elle goûte auprès de vous un bonheur sans mélange, elle doit guérir. J'ajoute que j'ai pris pour ma sécurité personnelle certaines précautions. Ainsi, au cas où je ne rentrerai pas à mon hôtel cette nuit pour une raison fortuite, je vous dis que je vous connais, comme si je vous avais fait, Châtelier. On trouverait en pénétrant dans ma chambre, au moment de l'enquête, une enveloppe bien en évidence, contenant en manuscrit ce que je viens de vous raconter avec tous les détails. Pour l'avenir, au cas où je mourrais de mort suspecte, quelqu'un de mes amis remettrait aussitôt une enveloppe similaire à la justice française. Vous avez donc tout intérêt à vous tenir tranquille à présent et à m'obéir. Pas question non plus de rupture ou de divorce entre Cécile et vous, cela va de soi. Je tiens à ce que votre bonheur soit partagé jusqu'au bout. Vous êtes un diabolique personnage, Gosselin. Oui, Châtelier. Ce soir, le diable est venu s'asseoir au coin de votre feu. Et le diable s'est senti chez vous tout à fait chez lui. Mais avouez que ce n'est pas un mauvais diable. Il vous condamne seulement à survivre ensemble sans aucun secret entre vous. Je connais des couples exemplaires où règne cette franchise absolue, où chacun est pour l'autre la vie durant à la fois un miroir et une eau transparente. Mais je n'en connais guère qui ait autant de mérite que vous à tout savoir ainsi et à s'aimer quand même. Soyez assurés que le diable veillera à ce que ça dure. Bonsoir. Bonsoir, Cécile. Vous semblez fatiguée, Marina. Vous ne remontez pas vous coucher? Il est bientôt 2h du matin. Et toi, Alain? Oui. Si tu travailles toute la journée, si tu voyages une partie de la nuit prochaine, tu devrais te reposer un peu. Oh, je t'en prie, Cécile, ce n'est pas le moment de faire de l'ironie. De l'ironie? Je te jure que je suis très sérieuse. Cécile, je n'ose pas imaginer ce que tu dois penser à présent. Mais il faut que je te dise, moi, qu'il n'y a pas un traître mot de vrai dans ce qu'il nous a raconté, ce fou. Oh, le début était vrai. Non, je veux parler de la fin. Marina est là pour te jurer, avec moi, n'est-ce pas, que la fin de son histoire n'est qu'une suite de divagations, un rêve d'ivrogne, un cauchemar de malade. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça ressemblait tout à fait à certains de mes cauchemars. Non, Cécile, non, je t'en supplie. À présent, qu'est-ce que vous allez faire de moi, tous les deux? De toi, tous les deux? Mais... Marina et toi. Oh non, Cécile. Cécile, c'est pas possible. Tu peux pas me soupçonner de vouloir ça. Oh. Non, voilà la vérité, la vraie vérité, Cécile. Voilà, Marina va continuer à s'occuper de toi avec le même dévouement, hein, la même affection, jusqu'à ce que tu sois guéri, comme il était prévu. Ensuite, elle reprendra sa liberté. N'est-ce pas, Marina? Non, Alain. Comment? Je m'en vais, moi aussi. Quoi, mais vous partez? Je vous laisse tous les deux. Je crois que tu peux veiller sur ta femme mieux que n'importe qui.
Mais... Si tu ne la quittes pas un instant, je suis certaine que sa guérison sera très rapide. Du fond du cœur, je le souhaite pour vous, madame. Marina. Qu'est-ce que tu as? Tu veux me jurer que tu m'aimes toujours? Eh bien, moi aussi, je te le jure. Nous voilà quittes. Bonsoir. Pourquoi m'as-tu caché que ce type devait venir ce soir, Cécile? Tout ce qui arrive maintenant est ta faute. J'avais pu prévoir qu'il venait, Ah, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais je leur empêchais de te voir, de te faire toute cette peine inutile. Moi, oui, je l'avoue, j'ai eu une faiblesse pour Marina. Tu me la pardonneras, je sais bien. Depuis le début de ta maladie, nous n'avons pas mené une vie très normale. Et il était fatal que je fasse un faux pas. Mais il n'y a rien d'autre, Cécile, rien, absolument rien. Cette passade avec Marina ne m'a jamais empêché de t'aimer. Mais oui, je t'aime, Cécile. Je t'aime mieux que cet énergumène ne t'a jamais aimé. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr, Alain. Sinon, est-ce que je serais restée? J'aurais dû le tuer dès qu'il a ouvert la bouche. On aurait trouvé la lettre dans quelques heures sur la table de sa chambre d'hôtel. Et après? J'aurais jamais cru à un mot d'un pareil conte à dormir debout. Mais calme-toi, mon amour, n'y pense plus. Tout est bien à présent. Nous sommes seuls. Parfaitement seuls. Comme rêvent de l'être ceux qui se sont jurés de s'aimer pour toujours. Je vais aller me coucher. Il faut que je sois raisonnable si je veux guérir vite. Oh, je vois que Marina a laissé le tube de somnifère sur le guéridon. Veux-tu me le préparer et me le monter ensuite? Bien sûr, Cécile. Merci, Alain. Je monte. Je t'attends là-haut. T'es pas encore couché, non, heureusement. C'est pas bien? Oui. Tu viens chercher ta gabardine? Ah, là, tu parles d'une histoire. En sortant de chez toi, je rentre à Paris. Je vais boire un coup dans un bistrot, je retrouve des copains, tu sais ce que c'est, on discute, on se raccompagne. Je rentre chez moi, et crac, devant ma porte, je m'aperçois que j'ai pas mes clés. J'ai pas mes clés parce qu'elles sont dans la poche de ma gabardine et que j'ai oublié ma gabardine chez toi. Tu te rends compte, hein? Et ça mériterait pas une tournée, ça, non? Hein? Mais sûrement, oui. Ah. Tu prends un médicament? Hein? Tu prends un médicament? Ah oui, non, j'ai mal à la tête. Ah. Bon, bah non, je te laisse, je veux pas t'achever. Tiens, voilà ta gabardine. Merci. Ah, dis donc, en revenant ici à l'instant, j'ai vu un de ces carnages au bois de Boulogne. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, deux bagnoles qui viennent de se percuter au croisement de l'avenue de Longchamp et de l'allée de la Reine Marguerite. Les deux gars roulaient tous les deux à tombeau ouvert. Il y en a un qui arrivait de Neuilly et qui s'en tire avec une patte en moins. L'autre venait de par ici. Celui-là, il est rétamé, alors. Ça, alors, mon vieux. Les flics regardaient ses papiers et ils disaient que c'était un type qui arrivait du Canada. Du Canada? Oui, du Canada, pour se faire nettoyer au milieu du bois de Boulogne. et il avait la priorité. C'est quand même vache, non? Dis donc... Oui. Dis donc, mais c'est vrai que t'as mauvaise mine, mon vieux. Oui. Allez, bois vite ton truc. Ça va peut-être te faire du bien, hein?